Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour monsieur. La réforme de la justice a fait l'objet d'un accord hier entre députés et sénateurs. Elle devrait être définitivement adoptée la semaine prochaine. Le budget passera de 9 milliards 600 000 euros à près de 11 milliards d'ici 2027. Plus de 3 000 magistrats et greffiers seront embauchés. Quand est-ce qu'on en verra vraiment les effets ? Très rapidement, parce que nous avons déjà des embauches qui sont prévues et qui vont arriver dans les juridictions dès les mois qui viennent. La justice met 2 ans en moyenne pour traiter un dossier. Les audiences finissent parfois tard, la nuit, car les juges sont écrasés sous les dossiers. Ça va changer, ça, grâce à la réforme ? Oui, mais on va un peu vite dans la présentation de ce texte. Pardon, moi je ne suis pas venu faire du culturisme et je ne veux pas me payer de mots, mais c'est une réforme historique. Il faut quand même qu'on s'y arrête 2 petites secondes. Alors expliquez-nous pourquoi c'est une réforme historique. D'abord, en termes de personnel, c'est 1500 magistrats de plus. C'est 1800 greffiers de plus. C'est des contractuels que nous avons appelés attachés de justice qui vont arriver par milliers dans les juridictions. L'objectif, c'est naturellement de décharger les magistrats, les greffiers d'une charge de travail qui est importante, et puis de réparer 30 ans d'abandon politique, budgétaire et humain, mais c'est aussi, bien sûr, de rendre une justice plus protectrice. Ça, ce sont les mots du président de la République. Plus rapide et plus proche de nos compatriotes. Justement, vous aviez dit que vous vouliez diviser par 2 le délai de traitement d'un dossier qui est de 2 ans en moyenne aujourd'hui. Donc ça, grâce à cette réforme, notamment cet objectif pourra être tenu et à quelle échéance ? Alors d'abord, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas qu'une question d'argent, de personnel supplémentaire, de budget. Il y a d'autres leviers qui vont nous permettre d'aller vers ces objectifs. Lesquels ? La constitution d'une équipe autour du magistrat. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est ce qui est porté par le texte. Équipe composée notamment de greffiers et d'attachés de justice. Quand on a cette équipe autour du magistrat, on a des décisions qui sont rendues 2 fois plus vite. Aussi la numérisation de la justice. 0 papier pour 2027, c'est l'objectif. J'ai déjà envoyé dans les juridictions des techniciens informatiques parce que les greffiers, qui sont absolument indispensables à la justice, se plaignaient notamment d'un certain nombre de bugs. Et puis, des simplifications de la procédure pénale et de la procédure civile pour que l'on aille plus vite. C'est anormal, vous dites 2 ans. C'est une moyenne. Il y a beaucoup de justiciables qui nous écoutent, qui ont vécu des procès civils qui ont duré bien plus de 2 ans. Donc il faut que drastiquement on puisse réduire tout ça. Et sur le plan civil, ce qui intéresse 60% des litiges et beaucoup de ceux qui nous écoutent, les divorces, etc., on veut mettre en place la politique de l'amiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des procès qui touchent à l'intime, parfois le justiciable ne voit pas son juge. Mais comment vous voulez aimer la justice si elle est désincarnée ? Il faut qu'il y ait, pour le justiciable, la possibilité de dire les choses et de se réapproprier son procès, et il faut que la justice tranche rapidement. Et l'amiable le permet. Mais les procédures à l'amiable permettent aussi de gagner du temps, souvent. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est une justice qui est beaucoup plus proche et c'est une justice qui permet bien sûr d'aller plus vite, ce que nos compatriotes attendent. Et ce sont les objectifs que je me suis fixés. Donc vous ne voulez pas y renoncer pour autant à ces procédures ? À la procédure de l'amiable ? Oui. Ah mais pas du tout, je la mets en place, je la lance. Nous avons été chercher à l'étranger 2 procédures que nous mettons en place et qui rentrent en vigueur le 1er novembre. Et beaucoup de magistrats autour de nous, d'avocats, de notaires, de commissaires de justice, de conciliateurs, de médiateurs, sont partants pour justement mettre en place cette justice de l'amiable. Mais rien que quand on entend ces mots « justice de l'amiable », on a compris que c'était une justice de proximité. Éric Dupond-Moretti, l'objectif de votre réforme, c'est aussi la création de 15 000 places de prison d'ici 2027. Vous allez d'ailleurs aujourd'hui inaugurer une nouvelle prison à Caen avec la Première ministre. Mais en 2017, Emmanuel Macron avait promis déjà 15 000 places de prison sur 5 ans. Finalement, environ 2 500 ont été créées. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois, les 15 000, c'est la bonne ? Vous avez raison pardonnez-moi, de dire que cet après-midi, je vais inaugurer avec la Première ministre un nouvel établissement pénitentiaire à Caen, 550 places, gros établissement pénitentiaire. Je vais en inaugurer 2 autres dans les 15 jours qui viennent, total 1500 places. Vous avez raison de rappeler que nous avons pris un peu de retard, mais il y a 2 raisons à cela. Le premier, c'est que la Covid est passée par là. Et tous ceux qui ont eu à construire une maison individuelle savent que les choses ont été évidemment retardées.
Je ne m'arrête pas plus longtemps que cela sur ce point. Deuxième chose, c'est la pénurie de matériaux, la guerre en Ukraine. Donc on rattrape ce retard. Moi, je mets mon casque de chantier, mes bottes, je fais le tour et l'année prochaine, j'aurai inauguré la moitié des établissements pénitentiaires du plan 15 000. L'année prochaine, vous aurez inauguré donc 7500... La moitié des établissements seront construits, opérationnels, recevront des détenus. Vous savez, il y a deux choses. Cet objectif, il est double. Naturellement, les conditions de détention, qui sont indignes dans certains établissements, et puis les conditions de travail du personnel pénitentiaire. Oui, parce qu'il y a des détenus qui dorment sur des matelas à même Bien le sûr. sol, donc Bien afficher sûr. des objectifs. D'ailleurs, vous nous dites que les 15 000 seront tenus d'ici 2027 aussi. Alors, il y a deux choses. Il y a les 15 000 places et puis il y a également les rénovations, car nous avons consacré un budget qui est 2 fois supérieur au budget précédent pour rénover les établissements pénitentiaires. Je pense à la santé, par exemple. Je pense à Fleury, qui ont été rénovés. Moi, vous savez, j'ai été avocat à 36 ans. J'ai connu l'époque où c'était une douche par semaine pour les détenus. Aujourd'hui, c'est douche individuelle. Il est impérieux qu'on améliore les conditions de détention parce que la prison, c'est punir, ce que j'assume, et punir fermement, mais c'est aussi, bien sûr, réinsérer. Et la réinsertion, elle ne peut se faire que si les conditions de détention sont dignes. Et face à la surpopulation, justement, est-ce que les mesures alternatives, le développement continu des mesures alternatives ne serait pas une solution également ? Mais vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, dans le texte que j'ai porté et qui fera l'objet d'un vote solennel la semaine prochaine, il y a tout un volet pour renforcer le travail d'intérêt général. Le travail d'intérêt général est une peine, il faut le rappeler, ancienne maintenant, qui a fait ses preuves et qui concerne évidemment la délinquance de basse intensité. Bien sûr, on ne condamne pas un crime avec un travail d'intérêt général. Il y a aussi la libération sous contrainte que j'ai mise en place pour permettre en réalité d'éviter les sorties sèches. Les sorties sèches, vous savez, c'est quelqu'un qui est allé au bout de sa peine, qui sort, aucune perspective. Le troisième levier, c'est le contrat d'emploi pénitentiaire que j'ai mis en place pour qu'on puisse se former. Je rappelle que j'ai supprimé les réductions de peine automatiques. Pour moi, elles n'avaient aucun sens et je les ai conditionnées à l'effort. Mais est-ce que les juges font suffisamment appel à ces mesures-là ? Alors, c'est une question qui se pose et je demande, par voie de circulaire, régulièrement, à ce que l'on ait davantage, le réflexe pour aller vers ces peines, je le redis, pour de la délinquance de basse intensité. Mais Éric Dupond-Moretti, pardon, mais en 2018, Emmanuel Macron avait promis de sortir plusieurs milliers de personnes de prison. Il disait vouloir changer la philosophie des peines. Il disait vouloir expérimenter la régulation carcérale, c'est-à-dire le fait de réguler les entrées en prison. Mais récemment, la majorité a refusé un tel mécanisme de régulation proposé par la gauche. Pourquoi alors ? Est-ce que c'est pas ça la solution ? Non mais attendez, excusez-moi, ce numerus clausus n'a absolument aucun sens. Et pourquoi ? La contrôleuse, par exemple, des prisons, elle est favorable à une régulation. La contrôleuse est une autorité administrative, elle s'exprime comme elle a envie de s'exprimer. Mais la solution qu'elle propose n'est pas la bonne. Pourquoi ? Parce que demain, vous allez venir, en réalité, contrecarrer des décisions de justice qui ont été rendues. Et vous allez dire qu'un tel et un tel, ayant été condamné à telle peine, ne doit pas purger sa peine ? Mais c'est absolument impossible. Et l'autre mécanisme que l'on met en place, c'est de dire, là où il y a un taux d'occupation qui n'est pas très important, on peut encore envoyer en prison, et là où il y a un taux d'occupation très important, on ne peut plus le faire. Enfin, ce serait d'une injustice totale. Et puis, disons-le très clairement, la justice, en dépit de tout ce que j'entends, partout et tout le temps, et je vous invite d'ailleurs à lire le dernier rapport de la Cour des comptes sur ce sujet, la justice n'a jamais été aussi sévère. Le président de la République l'a redit dans une longue interview qu'il a accordée au Point, mais qu'il s'agisse de la matière correctionnelle ou de la matière criminelle, je rappelle qu'en matière criminelle, c'est le jury populaire qui décide des peines, eh bien, nous avons une augmentation constante des peines. Et il y a une espèce de, je ne peux pas dire une rumeur, mais de fantasme qui voudrait que la justice soit laxiste. Et l'autre démonstration de ce qu'elle n'est pas laxiste, c'est la surpopulation carcérale. Mais les leviers, ils sont là dans ce que je viens d'égrener. Éric Dupond-Moretti, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants sur France Info, juste après le fil info avec Diane Ferchit à 8h42.
L'exode de milliers d'Arméniens au Haut-Karabakh ressemble à une épuration ethnique, c'est ce qu'estime la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Emmanuel Macron, de son côté, a affirmé hier que le temps n'était pas aux sanctions contre le régime de Bakou, elles seraient contre-productives selon lui. Ils doivent prendre leur décision ce matin, les professeurs du lycée Élisa Lemonnier à Paris, plus grand lycée professionnel de la capitale, où des punaises de lit ont été découvertes dans plusieurs salles. Hier, une grande partie des 200 professeurs a déjà refusé de faire cours. Ils attendent les résultats de l'inspection menée par le rectorat. Le gouvernement présente aujourd'hui son plan pour les aidants, 9 millions de Français concernés. Dans le journal Ouest France, la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, annonce notamment la création de 6 000 places supplémentaires d'accueil de jour pour les personnes âgées ou handicapées. Objectif, permettre à leurs proches de prendre un peu de repos. Après les sciences et la littérature, on attend aujourd'hui le nom du ou des lauréats du prix Nobel de la paix. Il sera décerné tout à l'heure en fin de matinée. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambré. Benjamin Fontaine. Toujours avec Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, nous sommes le 6 octobre. Dans un mois, le 6 novembre, vous serez jugé par la Cour de justice de la République. Comment vous le vivez ? Écoutez, d'abord, qu'il me soit permis de vous faire remarquer que ça n'a jamais entravé mon travail de ministre. La justice, j'espère que tout le monde s'en rend compte, est en train de bouger. On lui donne davantage de moyens. On demande à la justice, évidemment, de prendre ses moyens, bien sûr, mais également de participer à ce changement de paradigme qui va nous permettre d'aller vers les modifications que nos compatriotes attendent. Mais ça ne vous a pas entravé pour l'instant, mais vous allez forcément être mobilisé. Deux petites secondes. Un peu plus tard. C'est pour d'abord vous dire et vous rappeler que ça ne m'a jamais entravé dans mon travail. Certes, Bon. le procès arrive maintenant, dans un mois. D'ici le mois qui arrive, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, la dernière lecture des 2 textes que j'ai portés. Ensuite, le budget. Ensuite, une loi sur les repentis qui est en préparation. Ensuite, les mesures post-émeute que nous allons prendre, etc., etc., etc. Je dois vous dire que je ne manque pas de travail. Et vous allez faire tout ça avant le 6 novembre et démissionner ou pas ? Mais écoutez-moi, la seule chose qui compte pour moi, c'est que le ministère continue pendant cette période de 8 jours et demi qui sera celle du procès qui s'ouvre, vous l'avez rappelé, le 6 novembre. Et juste pour rappeler les faits, Éric Dupond-Moretti, vous êtes soupçonné d'avoir profité de votre fonction pour lancer des enquêtes administratives contre des magistrats avec lesquels vous aviez eu maille à partir quand vous étiez avocat. Vous contestez tout conflit d'intérêts. Maintenant, la question que l'on vous pose, c'est est-ce qu'on peut être ministre de la Justice et en même temps comparaître à un procès ? C'est-à-dire que comment vous ferez, par exemple, quand les audiences seront en plein Conseil des ministres ou pendant des séances de questions au gouvernement ? Est-ce que vous vous déporterez sur certains dossiers ? Est-ce que vous ferez remplacer à certains moments ? Mais nous verrons. Et vous verrez. Moi, je veux travailler jusqu'à la dernière minute. Je travaillerai encore ensuite. Dernière minute évidemment. De quoi ? Je travaillerai encore ensuite, évidemment, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser tomber. Je vous dis que mon but, évidemment, c'est que le ministère de la Justice puisse continuer, et pardon pour cette familiarité et pour ce verbe, à tourner. Voilà. C'est clair, c'est net et c'est précis. Mais donc vous pourriez ponctuellement être remplacé par la Première ministre ou par votre cabinet. Vous allez me poser 50 fois la question. Non. Est-ce que si vous êtes condamné, Éric Dupond-Moretti, vous démissionnerez ? Mais madame, c'est extraordinaire comme vous voulez aller plus vite que la musique. D'abord, le résumé que vous faites... c'est un résumé. Oui, c'est un résumé d'un résumé. Bon. Vous me permettrez de dire un certain nombre de choses, de m'exprimer, de me défendre. Voilà, on va arrêter là. Et ensuite, vous verrez. Vous verrez, n'allons pas plus vite que la musique. Ce procès ne doit pas prendre toute la place. Là, je suis venu vous dire qu'il y a une réforme historique, que la justice bouge, que je veux l'entraîner avec moi dans un certain nombre de modifications au bénéfice de nos compatriotes, que depuis que le président de la République est là, on a augmenté le budget de 50%, qui sera augmenté au total de 60%. Est-ce qu'on peut 2 minutes s'arrêter sur ces nouvelles qui sont, pardon de le dire, et on l'a fait. Excellentes. Et on a même commencé par ça. Voilà, et d'ailleurs, reste... ça concerne aussi la justice, Éric Dupond-Moretti. Il se trouve que vous êtes renvoyé devant la Cour de justice et c'est une cour qui est composée notamment de 6 députés et 6 sénateurs. Est-ce que c'est normal d'être jugé par ses pairs ? Je parle, Emmanuel Macron, par exemple, voulait supprimer cette Cour de justice de la République. Madame, qui est accusée d'être c'est la une loi. justice On va d'exception. arrêter avec ce sujet. Patientez un peu.
Est-ce que je puis me permettre de vous le suggérer? Il m'est impossible de vous donner des ordres, comme je ne peux pas en donner au procureur Mais de vous la nous République. permettez de vous poser des questions Comme je ne malgré peux tout sur pas ce en donner au sujet. procureur de la République, et c'est très bien comme ça. Madame, attendez un peu, suivez-le le Mais là, c'est procès. une question sur le fonctionnement Non, de la mais justice. j'attends que ceux qui ont écrit, dit, raconté un tas de choses soient présents et suivent ce procès. Attendez, patientez, ça arrive dans un mois. Moi, je patiente, vous aussi. Mais Éric Dupond-Moretti, vous comprenez que c'est assez inédit de toute façon qu'un ministre de la Justice soit... Monsieur, passons à Ça autre passe. chose, si vous le voulez bien. Je pense Je avoir vous été repose clair, une- je pense vous Oui. avoir répondu. Vous comprenez que pour le devoir mais d'exemplarité si dont vous Emmanuel voulez en Macron a savoir- beaucoup parlé, Monsieur, vous comprenez que ça puisse faire tâche un peu. monsieur, faire tâche. Auprès des Français. Monsieur, d'abord, je voudrais vous dire que je suis présumé innocent, comme vous le Bien seriez sûr, si vous bien étiez. sûr. Voilà, ne premièrement. remet rien en cause. Et deuxièmement, monsieur, plutôt que d'en parler comme ça, venez au procès. Venez, il sera public. Éric Dupond-Moretti, les chiffres de la délinquance pour 2022 sont alarmants. Plus 15% de coups et blessures, plus 9% d'homicides, plus 11% d'agressions sexuelles. Comment vous l'expliquez ? Madame, il faudrait organiser un colloque qui dure plusieurs heures pour que l'on puisse débattre de ces questions. Il y a plein de choses. Il y a par exemple l'impact de la Covid. Comment le mesure-t-on? Parce que nous savons que la jeunesse a été impactée par la Covid. Il y a les réseaux sociaux. Cette violence verbale des réseaux sociaux. Il y a un très grand linguiste qui dit que la langue est là pour pacifier les choses. Mais quand le volume lexical n'est pas au rendez-vous, quand on ne se parle plus, quand on s'injurie, etc., ça génère de la violence. Voilà 2 pistes de réflexion. Le reste, évidemment, c'est aussi le travail des sociologues, vous le savez, et des travaux sont en cours sur toutes ces questions. Il y a une réalité, c'est qu'il faut y répondre. Et au moment des émeutes, par exemple, la justice a trouvé toute sa place. Elle est intervenue avec fermeté, avec célérité. Et moi, je veux rendre hommage à l'ensemble des magistrats et des greffiers, je le dis, qui ont mouillé la chemise et qui ont permis de rétablir en un temps bref l'ordre républicain avec le concours, naturellement, des forces de sécurité intérieures qui ont été mises, disons-le, à très rude épreuve. Et ça, c'est vrai, c'est allé vite, l'ordre, ouais. Comme disait Emmanuel Macron, mais la réponse de fond, on l'attend toujours, pardon, mais hier, vous étiez à un conseil national de la refondation à Matignon, avec des maires, des associations, pour plancher sur la réponse aux émeutes. En juillet, Emmanuel Macron avait déjà écouté 200 élus à l'Élysée. Vous allez poser combien de diagnostics avant de nous donner la réponse aux émeutes? Je pense qu'en octobre, vous aurez les réponses. Vous imaginez, madame, que nous avons quand même travaillé. Mais il y a quelque chose qu'il est important de préciser. D'aucuns disent que la démocratie s'éloigne, moi je pense le contraire. La preuve d'ailleurs, c'est ces 2 textes que j'ai portés, qui ont fait l'objet de compromis, de discussions, de co-construction avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale. Là, en l'occurrence, c'était très très important pour nous de rencontrer les élus de tous les échelons. L'échelon régional, départemental, local, parce que les maires, ils sont, si j'ose dire, en première ligne. Donc c'était important de les entendre, c'était important qu'ils entendent les pistes vers lesquelles on va, et je vous garantis que nous serons au rendez-vous et pas dans des temps trop éloignés, madame. Nous voulons absolument répondre à ces émeutes. Nous avons, c'est vrai, vous l'avez dit, planché sur la question. Et les élus, hier, nous ont apporté des réflexions qui nous ont nourris et qui étaient absolument indispensables. Vous deviez plancher sur le fait de sanctionner les parents. Emmanuel Macron avait expliqué envisager de sanctionner financièrement les familles dès, je cite, la première connerie de leur enfant. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que cela impliquerait de modifier la loi ou on peut le faire à droit constant? Alors, il y a des choses qui seront du domaine réglementaire, il y a des choses qui seront sans doute du domaine législatif. Naturellement, il faut pas y avoir, on ne peut pas avoir une réponse systématique. Il faut faire du cas par cas. Il faut d'abord distinguer, vous voyez, dans ces questions de responsabilité parentale, les parents qui sont en mesure d'assurer l'éducation de leurs enfants et qui ne le font pas. Et puis, la maman, par exemple, la mère totalement isolée, débordée. Oui. D'ailleurs, on constate que parmi les émeutiers, beaucoup, 60% d'entre eux, sont élevés par un seul parent, souvent leur maman d'ailleurs. Donc il faut distinguer tout ça, il faut le faire avec efficacité, fermeté et humanité. Éric Dupond-Moretti est l'invité du 8h30 France Info. On vous retrouve juste après le fil info à 8h52 avec Diane Ferchit.
Comment soutenir les aidants? C'est plus de 9 millions de Français qui prennent soin d'un proche, malade, âgé ou handicapé. Le gouvernement présente aujourd'hui un plan pour mieux les accompagner en cette journée nationale des aidants, notamment la création de 6 000 places en accueil de jour, précise en Ouest France la ministre des Solidarités. Il y aura bien une liste autonome du Parti socialiste aux élections européennes, résultat du vote des militants PS. Cette nuit, la France insoumise souhaitait, elle, une union de la gauche pour ce scrutin. En Martinique, 3 morts en 2 semaines, dont un enfant victime de la dengue. La Martinique, mais aussi la Guadeloupe sont en phase épidémique depuis la mi-août. La maladie se transmet essentiellement par les piqûres de moustiques. Une frappe russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv dans l'est du pays. Ce matin, un enfant tué, 16 personnes blessées. Kiev dit avoir abattu 25 des 33 drones d'attaque envoyés cette nuit par Moscou au lendemain d'une frappe qui a fait 51 morts dans la ville de Groza. De son côté, le ministre russe de la Défense appelle, lui, à accélérer la production d'avions bombardiers. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambré. Benjamin Fontaine. Toujours avec Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Devant le Conseil constitutionnel, mercredi, Emmanuel Macron a promis d'élargir le champ du référendum. À quel type de sujet? Est-ce que l'immigration, par exemple, ça pourrait être un thème, comme le souhaitent les Républicains et le Rassemblement national? Vous avez entendu ce qu'a dit le président de la République. D'abord, on a célébré l'anniversaire de la Constitution. 65 ans, ça n'est pas rien pour une Constitution. Nous l'aimons, cette Constitution de 58, contrairement à d'autres qui voudraient la déchirer, la jeter à la poubelle. Le président de la République dit cependant qu'une Constitution doit vivre, mais pas à n'importe quel prix. Donc il a lancé un certain nombre de réflexions pour des modifications constitutionnelles à venir. Le président Larcher a également indiqué qu'il n'était pas opposé à quelques modifications constitutionnelles. Enfin bon, ce texte doit s'adapter, si j'ose dire, à son temps. Pour le reste, il faut encore que le travail se fasse. Vous avez vu par exemple que dans les réunions de Saint-Denis, un certain nombre de sujets avaient été évoqués. Ils sont sur la table et le moment venu, le président de la République dira ce qu'il doit dire sur cette question. Mais est-ce que ce serait dangereux un référendum sur l'immigration? Certains disent que le sujet est trop éruptif, trop émotif, qu'il ne faut pas jouer avec ces sujets-là ou pas consulter les Il faut Français. faire très attention. Il y a des... Vous le savez, évidemment, en me posant la question, il y a un certain nombre de questions qui sont des questions sociétales majeures auxquelles on ne peut pas forcément répondre par oui ou par non. Donc nous verrons. Vous savez, le garde des Sceaux, il aimerait toucher à la presse qui permet de sceller les modifications constitutionnelles. Mais je vous le dis, pas à n'importe quel prix. On ne modifie pas pour modifier. Et le président de la République, au fond, a dit que c'était d'une main tremblante que l'on devait toucher à la Constitution, mais il lui est apparu nécessaire de réfléchir à un certain nombre de sujets. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Éric Dupond-Moretti, la députée Sophia Chikirou, très proche de Jean-Luc Mélenchon, est mise en cause notamment dans une enquête de France 2 pour son comportement, ses méthodes, notamment dans sa gestion de la web télé, le média. Aujourd'hui, on envoie qui à l'hôpital? Aurait-elle écrit au lendemain d'un malaise d'un salarié transporté aux urgences? Elle aurait aussi qualifié de tafiole de merde, je cite, les membres de la rédaction du média. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? J'ai vu que certains médias annoncent une tempête judiciaire à venir. Monsieur, moi, je suis infiniment respectueux de la présomption d'innocence. Et je veux dire à ce stade que si la justice doit travailler, elle travaillera. J'ajoute en toute indépendance. Mais je pense que certains LFistes réfléchiront à la façon dont, en d'autres temps, ils ont traité certaines présomptions d'innocence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Vous voyez, autant on peut parler d'une peine définitive. Monsieur Mélenchon, il souhaite, semble-t-il, se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il a été définitivement condamné pour avoir bousculé des policiers et un procureur. Vous vous souvenez du fameux épisode « La République, c'est moi ». Oui, il n'y avait pas que des mots, il y avait des gestes aussi, qui lui ont valu une condamnation désormais définitive. Ça, on peut en parler. Vous voyez, le reste... il y a un travail judiciaire, le garde des Sceaux n'a pas volonté à dire quoi que ce soit. J'ai lu, évidemment, comme vous, j'ai entendu un certain nombre de choses, je ne veux pas davantage les commenter. Mais d'un point de vue politique, Éric Dupond-Moretti, vous qui avez toujours été très engagé dans la lutte contre le Rassemblement national, est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez RN et LFI sur le même plan, hors du champ républicain, ou ce n'est pas pareil? Madame, le meilleur allié du Rassemblement national que je combats, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'avec ses excès, vous voyez,
eh bien, il donne le sentiment, au fond, que la dédiabolisation, la cravate, le silence, une certaine tenue, tout cela, ce sont les excès de M. Jean-Luc Mélenchon qui permettent de mettre en lumière le silence du Rassemblement national. Mais je veux vous dire, quand Mme Le Pen abandonne Mme Mélanie, là, puisque Mme Mélanie allait tout faire, et puis nous savons qu'aujourd'hui, elle redevient plus que jamais pro-européenne. Il n'en reste pas moins que Mme Le Pen a un nouvel ami, M. Salvini. Ben, souvenons-nous que, par exemple, quand il va à Moscou, il y est allé souvent, il regarde la place rouge, il dit qu'elle est propre, qu'elle ne comporte pas de saleté et qu'il n'y a pas de Rome. Ben, voyez, moi, je ne peux pas être ami avec un type comme ça. Donc, je n'oublie rien de mes combats, mais pour moi, LFI, c'est, au fond, le meilleur allié du Rassemblement national. Parce que tous les excès d'LFI nous font regarder le Rassemblement national comme apaisé, dédiabolisé, tranquille et calme. Ce sera le mot de la fin, Éric Dupond-Moretti. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci Agathe Lambré.